À la une ce soir, 60 professionnels de la construction réunis pour constater l'état de nos bâtiments. Les structures publiques et privées sont vieillissantes. Les mises aux normes parasismiques doivent être appliquées très rapidement. Le syndicat FO et le maire de Schellcher ont convenu d'un calendrier de réunion. Le dialogue social a repris après 10 jours de mobilisation, mais les grévistes annoncent que leur mouvement reste maintenu. Témoignage très attendu de Loïc Libert pour le procès d'Abdelkader Mera et de Feta Malki. Le Guadeloupéen, l'un des survivants des crimes de Mohamed Merah, il s'exprimera face à la Cour d'assises spéciale de Paris par visioconférence. Et puis, des vestiges de l'époque précolombienne ont été découverts au Carbet, des trésors mis à jour lors de travaux de construction des logements. Des fouilles archéologiques sont en cours depuis une semaine. Et puis, Thierry Apparu, le chargé de communication de Les Explorations de Monaco, nous parlera de la visite du prince Albert II de Monaco qui arrive en Martinique ce jeudi. Il se rendra sur l'aire marine du Prêcheur dans le cadre d'un programme scientifique. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Nos bâtiments sont-ils vulnérables face aux risques sismiques? C'est la question sur laquelle se sont penchés aujourd'hui environ 60 spécialistes de la construction à la CCIM. Il s'agissait d'une réunion organisée par l'Association française du génie parasismique et l'ADEAL. Chez nous, les bâtiments publics et privés sont vieillissants et il faudrait faire avancer au plus vite les plans de rénovation. Explication d'Alizé Lutran et de Raphaël Rony. Il est 7 heures, la Martinique s'éveille à peine lorsqu'un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter frappe le territoire. La plupart des bâtiments est alors partiellement ou totalement détruits. Les bâtiments qui ne sont pas parasismiques pourraient être endommagés à un certain niveau. On pourrait avoir des dommages très importants qui pourraient arriver jusqu'à l'effondrement de certains bâtiments très vétustes. La construction neuve ne couvre pas le taux de bâtiments existants. Alors bien sûr, les bâtiments très anciens sont démolis, mais le parc existant est très important. Il représente peut-être presque 80% du bâti. Et la remise aux normes prend du temps. 1 à 2% seulement du bâti chez nous est rénové chaque année. Un rythme insuffisant selon les professionnels du secteur face aux risques encourus par certains bâtiments publics. En première ligne, les écoles primaires. Sur les 75% d'écoles qui étaient à conforter ou reconstruire, on en a terminé 22, on a au total 37 projets. Là, il y a encore à progresser. Le secteur qui actuellement marche le mieux, et en confortement particulièrement, c'est le secteur du HLM, puisqu'on a 31 opérations qui sont soit terminées, soit démarrées, soit en cours, ce qui représente plus du tiers de ce qu'il y a à faire. En 2007, l'État lance le plan séisme anti pour prévenir les risques sismiques. Dans la continuité du projet, les professionnels se sont concertés pour tenter d'optimiser les chantiers locaux. Certains, comme le président de l'Association française du génie sismique, sont venus spécialement d'Hexagone pour mieux comprendre les enjeux. Dans la zone, on va dire Martinique, il faut à la fois prendre en compte le niveau d'aléa élevé et les typologies locales qu'on peut rencontrer, qu'on ne rencontre pas forcément partout sur le territoire. Donc ça peut être des renforcements de structures principales métalliques par exemple, mais ça peut être aussi ajouter des voiles, donc des murs porteurs en béton armé pour conforter certaines fragilité locale, pour que les travaux de renforcement puissent être accélérés et plutôt que de tenir en l'espace de 50 ans, puissent de tenir dans un espace de 10 à 20 ans. La Martinique et la Guadeloupe disposent aujourd'hui d'une enveloppe d'1,3 milliard d'euros de fonds publics dédiés au parasismique. Des moyens qui permettront peut-être d'éviter en cas de séisme majeur des dégâts comme ceux qu'a connus l'Italie l'année dernière. Au chapitre social, le dialogue semble être de retour à la mairie de Schellcher au lendemain du coup de force du maire qui a libéré les établissements municipaux de leur chaîne. Environ une centaine d'agents municipaux affiliés à FO ont rencontré le chef de l'édilité. Un calendrier de rencontres a été convenu, même si les grévistes restent mobilisés. Voyez les précisions recueillies par Louis Sabas. Ce que je peux dire au moment où on parle, c'est que depuis hier, les choses ont avancé de manière significative. À notre initiative, nous avons pris l'initiative de faire l'ouverture de l'ensemble des services municipaux. Et ce matin, j'ai pu constater qu'une très grande majorité du personnel était à son travail. Aujourd'hui, il s'agissait pour nous, au cours de notre séance de travail, de fixer le cadre dans lequel les négociations vont commencer. Ça y est, ça a été fait. Et de fixer également le calendrier de rencontre. Je peux déjà vous dire qu'il est prévu que nous nous rencontrions
demain après-midi, mercredi, jeudi, mais également vendredi après-midi. Nous étions déjà prêts au dialogue depuis hier, hein, donc on avait nous-mêmes décidé en fait, de retirer les palettes et d'ouvrir les bâtiments. Il a fait à notre place, il nous a aidés. Je crois que M. le maire nous a montré sa volonté effectivement de faire évoluer les choses dans le bon sens. Aujourd'hui, justement, il faut que nos camarades sortent forts de ce combat, fiers de ce combat, parce que c'est un peuple très courageux et il faut justement que ça n'arrive plus, cette humiliation et cette misère qui pèse sur. Direction l'Hexagone où se déroule en ce moment le procès d'Abdelkader Mera et de Feta Malki. Il s'agit de déterminer leur participation et leur complicité aux actes de terrorisme de Mohamed Mera. Un procès suivi de près par le Guadeloupéen Loïc Libert qui fait partie des victimes. Pour rappel, Mohamed Mera avait tiré sur lui et 2 de ses camarades parachutistes. Ces derniers n'ont pas survécu et Loïc Libert est depuis tétraplégique. C'est donc depuis sa chambre d'hôpital qu'il n'a pas quitté depuis 5 ans qu'il témoignera par visioconférence face à la cour d'assises spéciale de Paris. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. L'univers de Loïc Libert est cette chambre d'hôpital depuis 5 ans. Il s'apprête à affronter une nouvelle épreuve, témoigner devant la cour d'assises et se remémorer cette attaque de mars 2012. Je ne sais pas comment ça va se passer le 25, mais je fais tout mon possible pour garder toute la force que j'ai en moi, pour pouvoir bien m'exprimer et tenir bon en fait, afin de pouvoir faire de mon mieux, puisqu'à l'heure aujourd'hui c'est dans le néant, dans la tristesse, puisque chaque jour pour moi c'est un combat. Ce jeune soldat regarde sa vie d'avant, entouré de photos sur les murs. Il espère beaucoup de ce procès. J'ai une haine, j'ai aussi une envie, c'est de les voir bien condamnés à perpétuité. Parce que les entendre, pour moi, c'est pas des êtres humains, c'est des monstres. Je ne m'énerve pas, parce que moi j'ai eu cette chance d'être encore là. Donc pour moi, dans la vie, tout se paye. Voilà, l'acte ne reste pas impuni. Loïc suit le procès depuis une salle spéciale dans l'hôpital. Cela accapare son esprit. Mais certaines infos qui lui viennent de Guadeloupe l'exaspèrent et le peinent beaucoup. Chaque jour, j'entends dans les infos, à la radio, qu'il y a eu tel mort. Pourtant, ce n'est pas en temps de guerre, ce n'est pas en temps d'attentat, c'est entre eux-mêmes. Arrêtez de vous entretuer parce qu'on est là et on fait simplement un moment sur terre. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Les parents de Loïc Libert le soutiennent quotidiennement pendant la durée du procès. Son état de santé ne lui permet pas, pour le moment, d'envisager un retour sur son île natale. Vous l'aurez constaté, la Martinique a particulièrement été arrosée ces dernières 12 heures. Aux Trois-Îlets et à Rivière-Salée, des cumuls de 50 à 80 mm ont été observés. Comme vous le voyez sur ces images enregistrées à Marc-Capron, à Rivière-Pilote, certains gués sont devenus impraticables. Le long de la côte nord-atlantique, entre le Robert et Basse-Pointe, on a relevé entre 50 et 70 mm d'eau. Nous sommes toujours placé en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, même si l'activité pluvieuse est en baisse pour la soirée et se limite à quelques averses éparses. En seconde partie de nuit, une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue. Les passages deviendront plus fréquents. Les cumuls pourraient être importants et d'autant plus marqués que les sols sont déjà gorgés d'eau et des précipitations des dernières 24 heures. Les pluies pourront être accompagnées de rafales de vent qui pourront atteindre entre 50 et 70 km/h. Pour plus de précision, ne manquez pas le bulletin météo complet présenté par Christine Lauréat juste après cette tranche info. Le Premier ministre Édouard Philippe sera en visite dans les Antilles françaises du 4 au 6 novembre prochain. La première étape de son voyage se fera chez nous le samedi 4 novembre. Le Premier ministre ira à la rencontre des particuliers et des professionnels touchés par l'ouragan Maria, ainsi que des élus locaux. Il se rendra ensuite en Guadeloupe, puis à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour évaluer les moyens mis en place pour sortir de la phase d'urgence, en particulier pour assurer la rentrée scolaire. Autre visite chez nous.
celle du prince Albert II de Monaco qui arrive en Martinique ce jeudi. Il se rendra sur l'aire marine du Prêcheur dans le cadre du programme scientifique des explorations de Monaco. À cette occasion, la mission d'études scientifiques sur les sargasses effectuera une première présentation de ses observations suite à 3 semaines de travail entre le Cap-Vert et la Martinique. Pour en parler, nous recevons le chef de la cellule communication, Thierry Apparu. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on l'a dit, des études ont déjà commencé depuis le 6 octobre dernier entre le Cap-Vert et la Martinique. Est-ce que vous pouvez déjà donner le premier bilan sur les sargasses? Bon, c'est difficile parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'échantillons qui ont été recueillis et il faut que tout ça passe en laboratoire pour des analyses. Mais grosso modo, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la prolifération des sargasses est due à plusieurs facteurs, notamment à la déforestation dans la bouchure de l'Amazone, déforestation pour l'agriculture. Beaucoup d'engrais sont déposés sur ces sols qui finissent dans l'eau. Et cet élément, en plus le réchauffement climatique, l'acidification, crée un espèce de cocktail absolument délétère qui favorise la croissance de ces algues qui après dérivent avec les courants. Alors c'est magnifique à voir quand ça flotte et quand c'est vivant avec un biotope assez exceptionnel juste en dessous qui vient de se nourrir avec beaucoup de poissons. Évidemment, quand ça arrive ici, dans les Caraïbes, particulièrement chez vous, bien chez nous. ça crée des désastres en tuant tous les animaux parce que la photosynthèse ne se fait plus, par exemple, mais aussi en oxydant tous les aciers parce que la réaction chimique fait que ça perturbe aussi les éléments structurels de ce type-là. D'accord, donc sur ce que vous nous dites, c'est pas près de s'améliorer finalement. En tout cas, tant que nous continuerons à détruire notre environnement comme nous le faisons, il y aura plus de risques que ça prolifère que ça ne s'arrête. Alors, les explorations de Monaco font le tour du monde. Oui. Alors, rappelez-nous quel est cet organisme et quelles sont vos missions. Alors, c'est une structure qui a été créée à la demande du prince Albert, qui, comme vous le savez, voyage beaucoup et va à la rencontre d'énormément de scientifiques depuis plus de 15 ans maintenant. La raison pour laquelle il a créé sa fondation pour soutenir et financer des travaux de recherche dans le monde entier. Mais là, il a décidé de donner une nouvelle impulsion en fournissant à la science une plateforme technique, ce bateau, le Yersin, qui est désormais à Fort-de-France, et qui va permettre d'accueillir des scientifiques du monde entier qui vont mener leurs recherches. Ils proposent leurs recherches au comité d'orientation scientifique et quand ils sont retenus, on met à leur disposition tous les moyens pour pouvoir mener à bien leurs études, comme vous l'avez dit, à travers la planète. Ça va durer 3 ans. On est parti le 20 août et on rentrera courant juillet 2020 à Monaco. Alors pourquoi avoir choisi la Martinique comme escale? D'abord parce que la Martinique est sur ce tracé grosso modo autour de l'équateur, on va dire. Ensuite parce que c'était une destination de recherche très intéressante pour plusieurs paramètres, notamment des monts sous-marins qui ne sont pas très loin. Enfin, dans le cheminement du bateau, on sait qu'on doit passer dans le Pacifique après, en traversant le canal de Panama. On a beaucoup d'outils à mettre en œuvre dans le bateau, de l'instrumentation, et on a trouvé que Fort-de-France serait un lieu idéal pour faire cette préparation et derrière cette étude qui va durer 3 semaines autour de l'île de la Martinique tout au long du mois de janvier. Donc nous sommes là pour 3 mois. Alors, le prince Albert II, patron de Les Explorateurs de Monaco, arrive ce jeudi soir. Alors, pourquoi a-t-il tenu à être présent? C'est une habitude pour lui? D'abord, il aime la Martinique, ce n'est pas la première fois qu'il vient. Ensuite, de longue date, il voulait aller sur l'aire marine du Prêcheur pour inaugurer cette aire marine du Prêcheur. Les aires marines sont un sujet absolument déterminant des explorations de Monaco. L'ONU a décidé qu'en 2020, 10% de nos océans sur la surface du globe et des mers devaient être protégés. Aujourd'hui, 2% seulement sont protégés. Et c'est un peu le combat qu'a décidé de saisir le souverain. Il s'est rendu au Portugal récemment dans le cadre des explorations. Il a rencontré le président de la République. De la même manière au Cap-Vert. Là, il vient en France, ici en Martinique, pour justement discuter des problématiques et regarder comment chacun protège ces espaces maritimes pour essayer de tirer les meilleures idées et après de les porter au plus haut niveau parce que c'est son travail, comme il dit, son rôle d'être l'ambassadeur de ces bonnes pratiques pour pouvoir les disséminer au plus haut niveau pour obtenir des résultats. Alors, il sera en visite chez nous pour une très courte période, une seule journée, c'est ça? Oui. Quel sera son programme? Alors, l'aire marine du Prêcheur au matin, avec cette visite, un hommage à monsieur Falco, une réception avec le préfet et les autorités du Prêcheur. Ensuite, on revient à Fort-de-France et là, il y a une soirée pour présenter les résultats, en tout cas les premiers éléments de la mission Sargasses qui a été menée depuis 3 semaines, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Très bien. Merci à vous. Je vous en prie. D'avoir répondu à nos questions et puis bienvenue chez nous. Merci.
Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guyane où plusieurs squats ont été détruits aujourd'hui au quartier village chinois de Cayenne. La mesure prise par la municipalité a été accueillie avec beaucoup de satisfaction par les riverains. En Guadeloupe, nous parlerons d'un problème d'assainissement qui fait courir de nombreux risques sanitaires aux habitants de Basse-Terre. Et puis dans notre JT des communes, nous parlerons du dispositif mis en place par la mission locale du Sud en partenariat avec un coiffeur du Cossais. Des coupes de cheveux gratuites sont proposées aux jeunes en difficulté. Place tout de suite à l'actualité des régions avec ce soulagement des habitants du village chinois en Guyane. 3 bateaux désaffectés et plusieurs squats ont été détruits ce matin par le service technique de la mairie de Cayenne. À proximité du marché, ces épaves étaient de véritables repères de dealers. Pierre Tréfou s'est rendu sur place. Regardez. C'est à coups de pelleteuse et de bulldozer que le démantèlement et la destruction de bateaux et de squats a débuté ce matin au village chinois. Pour la maire de Cayenne, cette zone de non-droit devait disparaître. La ville de Cayenne a un projet d'utilité publique dans les années qui viendront et donc il nous faut stopper justement cette prolifération d'épaves. D'autant plus que nous étions en relation avec les propriétaires, ça fait déjà plus de 2 ans. On leur a donné des délais pour pouvoir retirer leurs bateaux en cale sèche et jusqu'à présent rien. Donc moi je crois qu'à un moment donné, il faut se dire qu'on arrête et qu'il faut agir. Alors on est en train de travailler sur l'aménagement du canal Le Blanc qui est juste derrière vous. Et puis ici, nous sommes en train de réfléchir, donc nous allons rencontrer les habitants pour échanger avec eux, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, puisque cette partie, ce foncier appartient à la ville, et c'est ensemble que nous allons décider. Donc il y aura des propositions, puis la ville va décider. Les grands frères et les frères de la Crique ont été associés à cette destruction pour pouvoir rendre cette partie de la ville plus attrayante. C'est très bien ce démantèlement, puisque en fait c'est de l'aménagement du territoire. À partir du moment où on maîtrise notre territoire, on peut maîtriser tout le reste. La plupart des bateaux présents étaient utilisés pour le trafic de drogue. Pour cet armateur, c'est enfin le soulagement, mais ce n'est pas suffisant. Nous, actuellement, nous sommes à demi contents que cette opération se fasse, mais par contre, ça ne règle pas le problème de nous pêcheurs. Les 2 millions que nous attendons et toutes les aides que nous attendons, PCS et consorts, que l'État bloque, nous n'avons rien pour l'instant. Et ça nous handicape parce qu'il faut aussi pouvoir terminer nos embarcations que nous avons en construction ou en rénovation. La municipalité est en train de travailler sur des projets de réaménagement du quartier dans le cadre du 2e projet de développement et de rénovation urbaine de Cayenne. L'équipe municipale entend apporter une réponse durable aux problèmes constatés en inscrivant le territoire de la ville dans un développement à long terme. Direction la Guadeloupe où de graves problèmes sanitaires sont constatés à Basse-Terre. Depuis quelques semaines, les canalisations éclatent par endroits et libèrent une odeur nauséabonde. L'avenue Gaston Feuillard est particulièrement touchée par le phénomène. C'est un reportage d'Anne-Elisabeth Hartsen. Mais quelle est donc cette odeur nauséabonde qui plane sur la résidence Gaston Feuillard? Alex, résident retraité, se souvient des prémices de cette situation malodorante. Nous avons déjà eu des nuisances. Ça fait quelques années, la route était presque coupée parce qu'ils ont dû faire des travaux qui ont permis l'évacuation de cette eau usée dans les fossés. Mais avant, il y avait un bassin sur la route. Une situation difficile à vivre pour de nombreux riverains, forcés de trouver des solutions alternatives pour atténuer cette nuisance quotidienne. Depuis l'ouragan Maria, nous subissons des odeurs d'égout, donc les remontées jour et nuit. Et c'est vrai que c'est très nuisible, très perturbant pour nous qui vivons dans le quartier. Je suis obligée de me calfeutrer, de m'enfermer dans la maison jusqu'à ce que ça passe. Pour ne pas sentir de plein fouet les odeurs, notamment le midi, quand le soleil a bien tapé, bien chauffé, c'est insupportable. Je n'ai pas fait le courrier, mais c'est vraiment insupportable. Parce que moi, je dors plus dans ma chambre, je dors dans le salon et tout est fermé. Alors on ne vit pas, on n'a pas de vie. Ça fait un moment que ça dure, l'eau qui coule là. Je ne sais pas si c'est au niveau du le nouveau lotissement qu'on a fait. Parce que c'est depuis maintenant là qu'on sent l'odeur. Parce qu'avant, on ne sentait pas l'odeur. Le soir, on n'arrive pas à dormir. Mandatée par la CNBT, la société Gidelec TP a commencé des travaux hier sur site afin de résorber au plus vite ces remontées nauséabondes. En fait, on est en train de réaliser une sorte de point d'accès au réseau d'eau usée, pour pouvoir identifier les futures anomalies et aujourd'hui pour régler les problèmes d'écoulement sur la chaussée.
Grâce à ce regard posé ce matin par les techniciens, la CNBT pourra ainsi mieux entretenir ses canalisations en faisant notamment appel à une société d'hydrocurage aussi souvent que nécessaire afin d'éviter que les eaux usées ne ruissellent de nouveau sur la route. De retour en Martinique et direction le Carbet où des vestiges de l'époque précolombienne ont été découverts. C'est lors de travaux de construction de logements que les trésors archéologiques ont été mis à jour. Le site se trouve juste derrière la mairie et depuis une semaine, une équipe d'archéologues fouille le sol. Luis Sabas s'est rendu sur place. Regardez. Truelle à la main, Mariette fait patiemment apparaître les vestiges d'une habitation qui pourrait dater du XVIIIe siècle. On est en train de faire un nettoyage du site pour avoir les premières informations. Et une fois que tout sera nettoyé, on pourra commencer une fouille plus minutieuse du coup. Comme elle, ils sont une dizaine d'archéologues à fouiller le sol carbétien sous plusieurs niveaux. Le sol est riche en artefacts, mais certains sont plus susceptibles d'intéresser les chercheurs, comme ce bout de poterie qui daterait de l'époque précolombienne. Donc là, on est sur un bord de vase. Avec un décor polychrome en blanc et en rouge, sur fond rouge. Donc là on est sur la partie haute du col et puis on devait avoir une panse qui probablement se développait en sphère, quelque chose comme ça. Cela fait une semaine que les fouilles ont débuté. Trop peu de temps pour affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une zone d'habitat ou de passage d'Amérindiens. Alors, le moindre indice compte, poterie, outils ou même restes d'animaux. Et voilà, ça se présente sous cet état-là. On va retrouver leurs ossements. Alors on a différentes façons. On va soit trouver une fosse où ça va être des rejets de consommation et des rejets de boucherie. Là, on va observer les traces de découpe pour savoir comment ils découpaient leurs animaux. Et puis des fois, on peut aussi avoir une sépulture animale ou quelque chose, un animal qui a été enterré entier. Ça peut être religieux, ça peut être cultuel. Au niveau des rites, dans les religions anciennes, il y a toujours l'animal, vu qu'il était à la base de l'économie, il a un rôle très important et donc on peut retrouver un animal qui va avoir un soin particulier, un animal qu'on aura apprécié, qu'on va enterrer, on va lui faire un peu une sépulture. Les vestiges ont été mis à jour à 2 pas de la mairie, suite à des travaux de modernisation du centre-bourg. 2 programmes de construction de logements et de locaux d'activité qui pourraient connaître plusieurs mois de retard pour que le patrimoine soit sauvé. Ce retard serait de un peu moins d'1 an et donc obligatoirement cela retarde d'autant plus cette livraison et d'autant plus l'habitat et d'autant plus notre résolution de l'habitat indigne. Nous comprenons, même si effectivement je pense que les délais auraient pu être un peu moins contraints, un peu plus contraints, dirons-nous, mais il est vrai que le patrimoine est important, que l'histoire doit s'enrichir de ce qu'on nous trouve. Une deuxième zone de fouille débutera non loin de là. Photographie, plans, datation, toutes les informations seront enregistrées avant la poursuite des travaux de construction, à moins d'une découverte majeure sur la vie des Amérindiens qui auraient vécu ici avant l'arrivée de Christophe Colomb, il y a 4 siècles. Allez, on se détend maintenant avec l'humoriste Noémie Caillot qui est en Martinique dans le cadre d'Octobre Rose. De son combat contre le cancer du sein, elle a fait un one-man show décapant. Son spectacle Maligne est à voir demain et jeudi à l'espace Sonate à l'Étang-Abricot. La pièce raconte avec humour le parcours de la jeune femme atteinte du cancer du sein. Présentée en 2015 dans le cadre du Festival d'Avignon, elle avait reçu un bel accueil du public. Voyez un extrait. À partir de ce jour-là, j'ai plus douté de vaincre cette chose. Ma tante, qui a le même cancer que toi, Noémie, ressentait la même chose. Ah bon, elle va bien? Bah non, elle est morte. Ça, c'est ce qu'on appelle une phrase à la con. Mon spectacle, c'est un spectacle qui s'appelle Maligne. C'est un spectacle où je traite en effet le cancer du sein. C'est un spectacle qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 27 ans qui découvre qu'elle a une tumeur dans le sein gauche. Et je parle de la féminité, de la relation avec les médecins, avec la maman, la famille. Voilà, c'est un hymne à la vie, je pense. C'est un spectacle qui est universel et qui touche tout le monde de près ou de loin et que c'est pour ça que c'est bien de venir voir un spectacle sur ce thème. Au moment de faire l'échographie, le médecin me demande si ça me dérange pas de faire rentrer quelques internes. Bah là, ils sont 8, en arc de cercle, autour de moi, que des garçons. C'est un spectacle qui n'est pas du tout pathos ni larmoyant malgré le sujet, mais je parle, mais évidemment que ça fait sourire. C'est pas des blagues, mais je parle avec subtilité des réactions des gens et
souvent on rigole malgré le sujet. J'ai pas de règle à donner, mais je dirais que si j'avais le choix entre rire et pleurer, j'ai préféré sourire puisque ça n'allait rien changer. Aujourd'hui, j'accepterai plus un rendez-vous dans 6 mois chez l'ophtalmo. Je veux voyager, j'ai envie de faire un marathon, j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie d'avoir plein de sous, j'ai envie de rencontrer plein de gens. Vive la vie, messieurs, dames. C'est le moment de mettre en lumière certaines initiatives de vos quartiers. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Ducos où les jeunes de 16 à 25 ans peuvent bénéficier des services d'un coiffeur gratuitement. Il s'agit d'un dispositif qui rentre dans le cadre d'une convention entre la mission locale de l'Espace Sud et un salon de coiffure de la ville. Bien évidemment, ce sont les jeunes qui ont peu de moyens qui peuvent en bénéficier. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. On l'a souvent dit, la question du look pour un jeune en recherche d'emploi est essentielle. Alors justement, la mission locale du Sud a décidé d'accompagner un certain nombre de jeunes. Aujourd'hui, on est allé chez le coiffeur et nous nous sommes rendus en compagnie de Guinaël. Regardez comment ça se passe. Salut Jean-Michel, comment vas-tu, ça va? Alors, je t'ai amené le jeune Guinaël qui est venu se couper ses cheveux dans le cadre de la convention entre qui lutte ensemble de coiffure et la mission locale de l'Espace Sud. Ok, bien, on va s'occuper. Guinaël est âgé de 19 ans. Il a intégré l'école de la deuxième chance. Le jeune homme a jusqu'ici raté tous ses entretiens d'embauche à cause de ses cheveux mal entretenus. Normalement, je vais être en stage dans la sécurité. C'est-à-dire que, bon, toutes les entreprises sont remplies, au marin, tout ça. Après, en fait, c'est à cause de ma coupe de cheveux si je ne suis pas allé en stage, en fait. Donc, il fallait couper les cheveux, tout ça. Qui t'a dit ça? La directrice de l'école de la deuxième chance. Il s'agit là du résultat d'un dispositif mis en place par la mission locale du Sud qui permet à des jeunes en difficulté financière de bénéficier de tarifs préférentiels. Ainsi, ils peuvent améliorer leur look. Nous voulons sensibiliser les jeunes, en tout cas, à faire attention à leur coupe dans le cadre d'un entretien d'embauche, dans le cadre de la recherche d'une formation ou d'un emploi. Vraiment, la coupe, en tout cas, la coupe a vraiment une importance pour un employeur. Jean-Michel, le coiffeur, a spontanément adhéré à l'opération. Pour lui, la question du look est primordiale. On a eu un très bon contact. Donc, simplement, il avait une petite appréhension par rapport à sa coupe. Il ne voulait pas perdre tous ses cheveux. Donc, je lui ai proposé une alternative entre les deux. Donc, garder quand même un peu de cheveux, mais en même temps, que ce soit propre et qu'il soit présentable pour sa recherche de stage. Au bout d'1 heure et demie, le changement est déjà visible, même si Guinaël a encore un peu de mal à se regarder dans la glace. Je vais, mais quand je vais mettre le béret de la tête, tu vois. J'avoue que je préfère celle de tout à l'heure là. Pour l'instant là, j'aime aussi. Bon. Je crois qu'on va laisser Guinaël tranquille. On le laisse entre de bonnes mains, celle de Percy. Et puis je crois que cette semaine, tu as des entretiens. On te souhaite bon courage. Plus force, hein. Allez, bye. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures de courant sont à prévoir demain de 8h à 14h au quartier Didier à Fort-de-France et au Lamentin dans la zone aérogare fret et aéroport également, toujours de 8h à 14h. Enfin, pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria face aux fleuristes. Et comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Anche Pia. À tout de suite.